Le passeport de la stupidité. Voilà le thème de cet enregistrement audio que je fais maintenant. Je l'ai choisi parce que la mise en place du passeport vaccinal au Québec, je trouve pas ça intelligent. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça crée une ségrégation sociale. Dans le passé, il y a plusieurs collectivités qui ont souffert de ségrégation, que ce soit, par exemple, l'apartheid dans le sud de l'Afrique, qui a amené quand même une partie importante de la population noire là, à souffrir de ne pas avoir eu accès à des lieux publics. Il y a eu différentes ségrégations sociales qui ont eu cours. Des sociétés, par exemple, qui sont intolérantes pour les homosexuels. Ensuite, les femmes qui n'avaient pas le droit de vote. Les femmes qui n'avaient pas le droit à l'éducation lorsque l'Afghanistan était sous contrôle des talibans. Donc, plusieurs populations qui ont été opprimées. Et là, la particularité de la situation présente, c'est l'oppression qui va entrer en cours et qui va s'officialiser de plus en plus par rapport à un certain type de la population qui n'est pas injectée. Donc, pour moi, cette discrimination sociale va sans doute être quelque chose qui va déboucher sur un traumatisme social extrêmement important. Si la tendance se maintient, il va y avoir des coûts sociaux, des coûts humains très lourds par rapport à ça. Au niveau karmique, il y a une charge énergétique qui est très lourde derrière cette volonté d'imposition. Fait que pour moi, c'est pas intelligent. Ça va diviser de plus en plus la population entre ceux qui sont injectés, qui ont leur passeport, et les autres qui ne l'ont pas. Et aussi, quand que je regarde par rapport à d'autres endroits dans le monde, parce que là, moi, je vous parle, je suis au Québec, mais je regardais... dans le fond, l'idée qu'on nous vend, là. Ici au Québec, on a comme politicienne Dominique Anglade qui disait c'est le passeport liberté. Mais oui, mais quand je regarde qu'est-ce qui se passe en France, où tu as des gens qui vont au restaurant et à tout moment, la police peut arriver puis on leur demande de montrer leur passeport. Mais là, ces gens-là n'ont pas l'air libres du tout. À tout moment, il me semble que tu es sur le qui-vive. Tu peux te faire intercepter par la police ou verbaliser ou même avoir une amende si tu n'as pas ton passeport alors que tu es sur une terrasse d'un restaurant. Ça fait plutôt être policier. Je trouve vraiment pas ces gens-là libres. Là. Ils n'ont pas l'air heureux. Il me semble que ça crée un stress. L'idée d'être à tout moment, là, pouvoir se faire demander les papiers par la police. Ça me fait penser un petit peu à l'Allemagne nazie, hein? Où les gens pouvaient être arrêtés par les soldats nazis, donc des arrestations arbitraires qui pouvaient être faites, puis on demandait aux gens leurs papiers. Montrez-moi vos papiers! Vos papiers! Vos papiers! Ben oui, mais on se dit... voyons non, c'est pas un signe de liberté, là, ce passeport-là. On est traité comme si... on était des gens potentiellement criminels ou voyons, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans là. Fait que moi j'ai l'impression qu'on vit une situation sociale un peu comme dans les 1984 avec des inversions de concepts. Donc il inversait des mots. Donc l'esclavage, c'est la liberté, l'ignorance, c'est le pouvoir. Fait que là le passeport, c'est la liberté. Même chose pour l'injection qu'on nous dit que c'est la liberté ou le port du masque, c'est la liberté. François Legault qui nous disait au Québec que le port du masque, c'est votre nouvelle liberté. Tout ça, ça fait partie d'une propagande. Fait qu'on vous met des mesures de contrôle, on vous met des mesures qui retirent vos libertés, puis par la suite, on vous fait croire avec l'hypnose collective qui est générée par les médias que c'est votre nouvelle liberté. Mais non, c'est toute de la manipulation. Et est-ce que pourquoi que je parle d'un passeport, dans le fond, que son imposition, c'est stupide? Ben, écoutez, présentement, là, j'ai pas vu aucune. Si vous en avez, là, je suis de bonne foi, là, OK? Vous pouvez les envoyer en bas de l'enregistrement audio présent que vous écoutez, là, mais si vous avez des recherches scientifiques qui font la démonstration que l'utilisation d'un passeport sanitaire diminue la contamination, si vous avez des articles scientifiques là, étoffés par rapport à ça, vous pouvez me les faire parvenir, mais présentement, j'ai aucune démonstration. Puis là, notre gouvernement va dire, on s'appuie sur la science. Ben oui, hey.
Mais non, j'ai aucune démonstration que ça fonctionne. Puis si je regarde qu'est-ce qui se passe avec Israël. Donc, Israël, c'est un pays à l'échelle internationale que je vous invite à porter une attention particulière dessus. Parce que c'est un pays qui est pionnier. Donc, c'est un des premiers pays où les gens ont été massivement injectés. Ensuite, c'est l'un des premiers pays, voire le premier, où il y a eu la mise en place d'un passeport vaccinal. Et ça date depuis plusieurs mois, là, la mise en place du passeport. Bon, à un moment donné, au printemps, il a été mis en place. Pendant l'été, il a été même retiré pendant qu'il y a une diminution des cas. Là, les cas reprennent, il a été remis en place. Ensuite, les gens sont injectés avec la troisième dose là, de plus en plus. Et pendant ce temps-là, regardez les chiffres. Depuis le mois de juillet, le nombre de cas est à la hausse au fil des jours. Donc, on parle pas d'une courbe qui a diminué ou qui a été aplatie. Non, les cas sont en hausse. Fait que on m'a pas fait la démonstration que le passeport sanitaire ainsi que l'injection de doses multiples sont des stratégies efficaces pour enrayer le nombre de cas. Donc, moi, je suis très sceptique par rapport à ça. Donc, pourquoi reproduire au Québec les mêmes stratégies qui sont utilisées en Israël, mur à mur, alors que présentement, selon les chiffres, croyez-moi pas, faites vos vérifications, tapez sur Google là, cases, puis vous allez écrire les lettres dans le fond en anglais là. Donc, pour retracer C, ensuite O, ensuite V, ensuite I, D. Si vous entrez ça dans un moteur de recherche comme Google, moi je le fais à chaque jour, et là il y a un graphique qui va apparaître par rapport au nombre de cas à chaque jour, puis vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, croyez-moi pas, faites vos vérifications, mais ce que je peux voir, c'est que la mise en place de mesures très strictes en Israël, et au Québec, on tend à reproduire le modèle avec les doses multiples. Là, la troisième dose, c'est vrai que pour l'ensemble de la population, elle n'a pas encore été annoncée, mais je vous dirais que ça s'en vient, les amis. Parce que là, j'ai vu un message comme de quoi que là, le gouvernement recommande pour les gens immunosupprimés que d'avoir une troisième dose, c'est une bonne chose. Puis la prédiction que je vous fais, c'est que d'ici un mois ou deux, ça va être l'ensemble de la population qui va être, on va leur recommander l'injection de la troisième dose, comme en Israël. Mais moi, la question que je pose toujours, c'est est-ce que ça fonctionne? Pour l'instant, le modèle d'Israël, je vois pas que c'est une réussite par rapport à l'objectif de réduire le nombre de cas. Désolé, les chiffres sont pas là. Donc, c'est ça. Fait que moi, la question que je me pose, pourquoi reproduire? C'est comme quelqu'un qui va reproduire un modèle d'affaires qui fonctionne pas. Tu sais, habituellement, quand par exemple, quelqu'un achète une franchise pour un restaurant, ben, tu utilises une formule qui est gagnante par rapport au repas, aux méthodes de gestion. Puis là, tu vas la reproduire, puis tu vas l'implanter. Pas quelque chose qui donne pas le résultat escompté. Il me semble que c'est pas logique. En tout cas, on va voir comment que les choses vont se pointer là, dans les prochains jours. Sinon, ce que je veux mentionner aux gens dans un autre ordre d'idée, c'est que en matière d'injection, je suis quelqu'un qui est pro-choix. À un point tel que je peux vous dire avec transparence que ma compagne est doublement injectée. Et je suis toujours en relation avec elle. Donc, on est toujours ensemble, on se respecte mutuellement. Et là, je suis attentif à regarder qu'est-ce qui se passe avec elle. Parce que là, elle a été injectée récemment. Et là, elle me dit qu'elle vit de la fatigue, plus de fatigue que d'habitude. Ensuite, après la deuxième dose, la première dose n'a pas eu vraiment de symptômes. La deuxième dose, là, plus de fatigue, là, elle va marcher dehors et facilement essoufflée. Ensuite, bon, c'est sûr que le lieu de l'injection, elle connaît de la douleur au niveau de l'épaule, du bras, une partie du cou. Donc là, je vais regarder avec elle son état de santé dans les prochains jours. Puis là, c'est une personne rapprochée de moi, fait que je peux y faire confiance. J'ai même proposé de faire le fameux test parce que vous avez des vidéos qui circulent notamment là sur Facebook où les gens, par rapport au site de l'injection, donc si la personne s'est fait injecter 2 fois sur le même bras,
eh bien, ils vont prendre des éléments en métal, un peu comme des éléments qu'on peut mettre sur un réfrigérateur. Ils vont se mettre ça sur le bras, puis apparemment, ça tient. Bon, mais ma compagne a fait le test et ça ne tient pas sur son bras. Fait que, je fais des petites vérifications par rapport à des choses qui circulent sur Internet. C'est sûr que vous allez me dire, ben c'est peut-être pas un échantillon qui est vaste, hein? C'est pas 1000 individus pris au hasard dans la population qui ont été injectés pour faire le test, mais bon, elle, je verrais pas pourquoi qu'elle m'induirait en erreur par rapport à ça. Et je suis en contact avec les gens, tu sais, j'ai des gens dans mon environnement qui sont injectés, il y en a sans doute qui écoutent mes enregistrements, puis c'est correct, je vous salue, moi je vous respecte. Moi ce que je fais, c'est que j'observe les gens, puis mon approche depuis plusieurs semaines ne change pas. C'est-à-dire que je suis pro-choix. Donc, si quelqu'un veut se faire injecter, ça y appartient. Quelqu'un d'autre qui veut pas, ça l'appartient. Par contre, je vis toujours un malaise par rapport aux chroniqueurs vedettes de médias de masse ici au Québec qui vont faire la promotion de l'injection, qui vont culpabiliser les gens qui veulent pas se faire injecter. Il y a une volonté comme de s'imposer à eux, puis de leur dire qu'ils sont pas corrects, qu'ils sont mauvais, etc., s'ils se font pas injecter. Moi, par rapport à ces gens-là, disons que je me garderais une petite gêne parce que, premièrement, ces gens-là, ce ne sont pas des médecins, mais des journalistes ou des chroniqueurs vedettes. Moi, je trouve pas ça éthique de recommander un traitement médical, là. Première des choses, là. Alors qu'ils sont pas médecins. Même chose pour Christian Dubé, qui est le ministre de la Santé. C'est un comptable de profession. C'est pas un médecin, il est pas membre de l'Ordre des médecins. Normalement, quelqu'un qui recommande un traitement médical, eh bien, il faut qu'il fasse partie d'un ordre professionnel au niveau, entre autres, de l'Ordre des médecins, parce que sans ça, il s'expose à une poursuite. Donc, quelqu'un, par exemple, peut pas recommander un traitement médical s'il n'y a pas les compétences pour évaluer de sa pertinence. Ça, c'est au niveau intellectuel et éthique. Et je suis très d'accord avec ça. Fait que c'est pour ça que moi, personnellement, je fais pas de recommandations, puis je suis toujours surpris d'avoir des gens qui je pense entre autres à un voisin qui, dans le fond, c'est quand j'ai été visiter ma mère, là, lui, il me dit « Ah, tu devrais te faire injecter », puis attends une minute, là, il n'est pas nécessairement médecin, il connaît pas nécessairement les effets secondaires, il connaît pas ma situation médicale. Est-ce que c'est vraiment dans mon intérêt personnel, compte tenu de ma situation individuelle, de me faire injecter? Dire massivement à des gens comme des chroniqueurs vedettes le font, de se faire massivement injecter à des auditeurs ou à des lecteurs alors qu'ils ne connaissent pas leurs antécédents médicaux, ils savent pas si ces gens-là ont des comorbidités, mais t'incites les gens à se faire injecter mur à mur. C'est sûr que si les injections n'ont pas d'effet secondaire, puis il y a pas de répercussions trop graves, à ce moment-là, c'est pas trop pire. Mais si moindrement nous apprenerions que les effets secondaires sont importants, que, à quelque part, sciemment, des médias ont voulu cacher, camoufler au Québec certains de ces derniers, c'est sûr que peut-être qu'il y a des gens qui seront pas contents par rapport à ces animateurs vedettes qui ont idéalisé. Et on verra bien ce qui va arriver. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'observe de près les gens de mon environnement qui sont injectés. J'ai un voisin qui me raconte que suite à l'injection, ça fait 3 semaines qu'il se sent fatigué, qu'il n'a pas le même niveau d'énergie qu'habituel. Donc, une autre personne me disait qu'elle connaissait une personne, là, c'est pas de première source, j'en conviens, qu'elle avait des maux de tête. Donc, on va voir. On va voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois par rapport à tout ça. Mais je me questionne sincèrement là par rapport à l'injection expérimentale, par rapport à laquelle on nous met beaucoup de pression. Présentement, on nous menace, si t'es pas injecté, tu peux pas aller au restaurant, tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Ensuite, tu pourras pas voyager. Puis
En tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est sinon dans un autre ordre d'idée totalement différent. Parce que là, on est présentement en période d'élection fédérale ici au Canada. Fait que là, je m'adresse plus particulièrement aux Canadiens. Ben, écoutez, présentement, par rapport à l'ensemble des partis politiques, la plupart sont pour les mesures sanitaires. Là, vous l'avez sans doute vu. Puis il y a un seul parti politique qui s'y oppose. C'est le parti politique là, de Maxime Bernier. C'est le Parti populaire du Canada qui s'oppose aux mesures. Donc, il se démarque des autres présentement parce qu'il offre quelque chose que les autres n'offrent pas. Puis, bien entendu, il est tassé des médias de masse présentement, dans le sens qu'il n'y aura pas la même visibilité médiatique que les autres partis politiques. Dans le sens que Maxime Bernier, là, il fait pas les débats des chefs là qui sont télévisés, naturellement. Et sinon, il y a certains chroniqueurs, journalistes qui vont le traiter de Mad Max pour le ridiculiser. Et donc, moi, ce que ça me donne comme message, c'est que si on cherche à l'abaisser, à le ridiculiser, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire ou quelque chose qui va pas dans le sens du discours homogène et du narratif officiel qui est véhiculé par l'ensemble des partis politiques. Donc, il a attiré mon attention, Maxime Bernier. Sinon, au niveau provincial, là, il y a principalement là Éric Duhem qui attire mon attention. Donc, pour le Parti conservateur, c'est sûr que les élections ici là, au Québec, ça va aller pour l'automne 2022. Mais présentement, c'est le seul parti qui s'oppose à la mise en place des mesures sanitaires et de leur maintien et qui, dans le fond, s'est opposé notamment là, au passeport sanitaire avec la pétition auquel j'avais fait allusion il y a quelques semaines. Donc, c'est ça que je regardais aujourd'hui, les messages, parce que je suis abonné à l'infolette là, du Parti conservateur, et je recevais comme information que Éric Duhem a dit que par rapport au passeport sanitaire, qu'il n'allait pas donner des rencontres dans les lieux qui obligent d'avoir un passeport sanitaire. Donc, il n'y a pas l'intention d'amener une petite régression par rapport aux gens qui vont vouloir assister à ces rencontres puis empêcher une partie du public là qui ne l'aurait pas d'assister aux rencontres. Donc, c'est tout à son honneur de pas nourrir la machine, le complexe manipulateur plutocratique qui cherche à contrôler par l'argent, par des techniques d'intimidation et de la haute technologie pour garder les gens sous contrôle. Bien entendu, vous pourrez me répliquer que ce soit Maxime Bernier ou Éric Duhem qui s'opposent aux mesures. Eh bien, ces gens-là sont pas dans conscience supramentale. Et je suis obligé de vous répondre que, à ma connaissance, ils n'ont pas nécessairement la conscience que la pensée vient d'ailleurs. Mais en contrepartie, sur le plan politique, donc il n'y a pas nécessairement beaucoup d'alternatives au discours unique qui est présentement véhiculé là, par les médias de masse là. Donc, c'est ça aussi qu'il y a à prendre en considération. Parce que si vous attendez d'avoir le politicien qui est parfait, le politicien qui est fusionné ou qui a un niveau de conscience et d'intelligence créative égalisant celle de Bernard de Montréal, vous risquez d'attendre longtemps, là. Moi, j'ai pas vu de gens avec des taux vibratoires comme Bernard de Montréal se présenter aux élections. Fait qu'à défaut de ça, ce qui peut être à faire, c'est d'évaluer c'est quoi le moins pire ou celui qui va moins brimer nos droits puis nos libertés. Un politicien peut servir à atténuer certains dérives autoritaires de d'autres gouvernements. Bien entendu, tous les politiciens vont subir de la pression par rapport aux forces mondialistes. Bien entendu, en vue de suivre un certain narratif. Et c'est là qu'on va voir lesquels qui vont être capables de faire face à la musique. Mais néanmoins, le message que je veux vous donner,
c'est que à quelque part, si on attend le politicien parfait qui est fusionné avec le double, puis qu'il y a un taux vibratoire super élevé, on risque d'attendre longtemps. Donc, c'est ça qui doit être pris en considération aussi, sans pour autant s'illusionner par rapport à la portée et les capacités des politiciens à l'heure actuelle. Il y a un adage qui dit « qui ne dit mot consent ». Il y a ce volet-là aussi. Tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ah, ben moi, je me mêle pas de politique. » Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, il y a des choses qui se passent. Puis, il y a des libertés d'autrefois qui deviennent des privilèges. Comme, par exemple, autrefois, la liberté permettait d'aller librement à un restaurant. Là, aujourd'hui, ça devient un privilège. Même chose pour avoir accès au cinéma. Donc, il y a une érosion des libertés individuelles inquiétantes qui se fait depuis plusieurs mois, depuis le début de la crise. Et c'est sûr que, dans le fond, si certains politiciens peuvent réduire cette érosion-là, ou tout au moins la ralentir, c'est quand même bien. C'est sûr que je demanderai jamais à un politicien de me rendre conscient. C'est pas le politicien qui va fusionner à ma place avec le double, naturellement, ou qui va me permettre d'atteindre la supraconscience. C'est pas les politiciens à l'heure actuelle qui vont nous permettre de passer à un second niveau de conscience, et je suis très lucide par rapport à ça. Néanmoins, les politiciens peuvent avoir une certaine fonction qui peuvent servir, dans un certain cas, à limiter les dégâts ou tout au moins à vouloir tendre à retrouver une situation antérieure qui était plus propice aux droits et libertés. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui. C'est sûr que, dans le fond, par rapport à la politique, on pourrait en parler pendant des heures, mais je voulais quand même attirer votre attention sur Maxime Bernier, qui se présente aux élections fédérales, et également Éric Duhem au niveau provincial. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.